Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Boker Tov, à nouveau, il est 8h30 heure de Jérusalem, 7h30 heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relié par Radio J. Les quotidiens israéliens, il faut le souligner ce matin, ont bouclé leur édition avant le vote de la résolution importante, la résolution de l'ONU contre le Hamas. Mais les sites d'information comme le site Ynet, le site Walla, le mentionnent en évidence, ce vote et cette résolution. Les journaux israéliens annoncent donc, les sites d'information annoncent donc ce vote de l'Assemblée générale des Nations Unies contre le Hamas et contre les tirs de roquettes et de missiles effectués par le mouvement terroriste au milieu du mois de novembre. C'est une résolution qui a été initiée par Nikki Haley. Une majorité de pays, 87 au total, ont voté en faveur donc de cette résolution. 57 s'y sont opposés, mais la résolution n'a pas été validée car il fallait qu'elle obtienne une majorité des 2/3. 33 pays se sont abstenus. Après le vote, Nikki Haley a déclaré: nous n'avons pas obtenu la majorité des 2/3, mais ce vote reste un succès pour les États-Unis et pour l'État d'Israël. Nikki Haley, dont c'était la dernière ou l'une des dernières prestations en tant qu'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, a déclaré à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies que le Hamas et les autres organisations terroristes devaient cesser leurs tirs vers le territoire israélien et leurs actes de provocation. Au cours des derniers jours, Nikki Haley a mené une véritable campagne auprès de dizaines de délégations afin qu'elles votent en faveur de cette résolution présentée par les Américains. Nikki Haley a expliqué que l'administration Trump considérait ce vote avait une importance capitale. Jason Greenblatt, le conseiller spécial du président américain pour le Proche-Orient, a déclaré après le vote que l'on doit se préoccuper désormais de la situation humanitaire des Palestiniens, mais avant tout, il faut reconnaître que ces Palestiniens sont opprimés par le Hamas, a déclaré donc Jason Greenblatt. Le Israël Hayom consacre ce matin encore sa manchette au tunnel offensif du Hezbollah dévoilé par les forces israéliennes, et le journal de titrer que Tsahal se prépare à d'autres opérations de ce type telles que l'opération Bouclier du Nord, et que même l'ONU a reconnu que le mouvement chiite avait violé la résolution 1701 du Conseil de sécurité en creusant ce tunnel. Au sein des forces de sécurité, on poursuit donc cette opération afin de retrouver d'autres tunnels de ce type et de les neutraliser. Le journal cite en évidence la déclaration inattendue du Premier ministre hier devant des ambassadeurs en poste en Israël. Il les a rencontrés à proximité donc de ce tunnel dévoilé par l'armée israélienne. Le Hezbollah aurait voulu se doter de milliers de missiles, mais au bout du compte, il n'en possède que quelques dizaines, a déclaré Binyamin Netanyahou. Il faut rappeler que jusqu'à présent, on estimait côté israélien que le mouvement chiite avait pointé en direction du territoire israélien plusieurs dizaines de milliers de missiles, dont de plus en plus sont désormais équipés de systèmes de GPS qui les rendent plus précis et donc plus dangereux. Le Yediot Aharonot, lui, révèle ce matin l'existence d'une base du Hezbollah dans le village de Kila, qui est situé au sud Liban, à proximité de la frontière israélo-libanaise, et ce, alors que la résolution 1701 du Conseil de sécurité de 2006 stipule nommément que les forces du Hezbollah ne peuvent pas se trouver dans la proximité de la frontière. Le Maariv, lui, affirme en manchette ce matin qu'il existe une faible probabilité pour que Tsahal élargisse son opération actuellement contre les tunnels offensifs et pénètre en territoire libanais. Quant au Makor Rishon, il se fait l'écho en manchette ce matin d'une estimation israélienne selon laquelle l'Iran aurait tout simplement renoncé à imposer une présence hégémonique en Syrie. Et l'une des raisons qui ont poussé les Iraniens apparemment à renoncer, ce sont les raids israéliens, des raids à répétition contre les bases iraniennes installées en Syrie. Et puis toujours en relation avec ces développements sécuritaires, le Israël Hayom et le Yediot Aharonot se font ce matin l'écho d'une révélation plutôt stupéfiante qui se rapporte à l'ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman. Il s'avère que dans l'un des derniers briefings militaires qu'il a reçus de l'état-major, Lieberman a affirmé qu'il se sentait, je cite, comme à l'intérieur de la direction de Shalom Arshav, le mouvement de gauche La Paix Maintenant. Une déclaration qui a suscité une très vive réaction de la part de certains généraux de l'état-major qui ont affirmé que Lieberman avait fait montre d'une absence totale de responsabilité en prônant une attaque massive contre le Hamas à Gaza au détriment de la neutralisation des tunnels du Hezbollah dans le nord du pays. Il faut rappeler que Avigdor Lieberman, l'ex-ministre de la Défense, était opposé aux recommandations de l'état-major de Tsahal de lancer une opération pour démanteler les tunnels du Hezbollah. Lieberman avait alors affirmé, c'était lors de la réunion du cabinet restreint
pour la sécurité nationale du 7 novembre que la menace prioritaire était celle du Hamas et il avait appelé l'armée à lancer avant tout une offensive contre le mouvement terroriste palestinien dans la bande de Gaza. L'armée, en la personne de Gadi Eisenkot, s'était opposée à cette approche et avait expliqué que la menace la plus grave et de loin était celle du Hezbollah. On peut déduire de ces dernières déclarations que le torchon donc brûlé sérieusement entre l'armée et l'ex-ministre de la Défense. Face à cette situation, Avigdor Lieberman a donc décidé de quitter le ministère de la Défense nationale en pleine crise sécuritaire. Le Israélium interroge un officier supérieur de Tsahal, le colonel Meni Librati, qui commande les forces dans la région nord et qui explique que le silence du Hezbollah s'explique uniquement parce que le mouvement a été totalement stupéfait, pris de court par l'opération israélienne. Amnon Lord, dans le Israélium, déplore dans son analyse ce matin les réactions presque automatiques des responsables de la gauche israélienne qui sont persuadés que Binyamin Netanyahou a lancé cette opération bouclier du Nord à cause de sa situation et politique et juridique, une situation plutôt périlleuse. Les quotidiens israéliens dans leur ensemble se font l'écho d'une déclaration intéressante de Yair Lapid. Ehud Barak s'efforce de réunir un front de gauche, mais nous, à Yesh Atid, nous ne rejoindrons pas un tel front, a déclaré Yair Lapid. Qui a déclaré que cela pourrait être comparé à faire entrer un corps sain dans un lit de malade. Et puisque nous parlions il y a quelques instants de Shalom Arshav, sachez que le mouvement d'extrême gauche n'a pas caché sa colère à la suite de la décision du ministère de la Justice et du conseiller juridique du gouvernement Mendelblit de légaliser hier l'implantation jusque-là illégale de Haresha dans la région de Binyamin au nord d'Israël. Et puis les sites d'information annoncent ce matin le décès à l'âge de 88 ans de l'ancien député israélien Shmuel Fato Sharon. Il est décédé vers minuit à l'âge de 88 ans, je vous le disais. Shmuel Fato Sharon, il est à Lodz en 1930 sous le nom de Shmuel Chayevitz. À l'âge de 7 ans, il arrive en France avec ses parents. Après la guerre, il se lance dans une carrière d'homme d'affaires, devient très rapidement très riche. Il investit une partie de sa fortune en Israël, mais dans les années 70, la France le condamne pour une immense fraude fiscale apparemment. Il parvient à quitter le territoire français, à s'installer en Israël et pour éviter d'être extradé, il parvient à se faire élire en 1977 à la Knesset comme seul candidat de sa liste. Son slogan politique, il le clame en hébreu avec un très fort accent français qui d'ailleurs ne le quittera jamais. Ma eveata, ma asita bishvi la Médina. Et toi, qu'as-tu fait pour le pays? Des nombreux Israéliens qui étaient en Israël à cette époque se souviennent de ce slogan qui était devenu très populaire. En 84, Fato Sharon avait été condamné pour corruption électorale et il n'a plus été réélu après. Et en 86, il a quitté Israël. Il a été arrêté en Italie. Il n'a pas réussi à échapper à la justice italienne et est revenu en Israël. Depuis la fin des années 80, Fato Sharon est devenu une figure, on va dire, en couleur et atypique dans la communauté francophone d'Israël. Il a créé une radio, Jérusalem Plus, et restera depuis un amoureux passionné d'Israël qu'il défend dans les médias. Il s'est éteint donc hier, entouré de sa femme Clara et de ses enfants à l'hôpital de Tel HaShomer. Et puis un autre décès, cette fois donc mentionné également dans les sites d'information francophones, celui de Joseph Joffo, le plus célèbre coiffeur juif de Paris, auteur du célébrissime Sac de billes. Voilà, nous terminerons cette revue de la presse avec la météo qui est particulièrement orageuse, une sérieuse perturbation, la plus sérieuse depuis le début de l'hiver. Tout cela a entraîné des inondations dans le centre du pays. Certaines photos ce matin dans les quotidiens israéliens sont particulièrement impressionnantes. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Sur Studio Kalita, nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve après avec nos invités. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.